Sunday Night Production. En 2023, Dans la tête d'un coureur est devenu partenaire média de l'Ironman France. Et à cette occasion, nous allons vous plonger au cœur de la préparation d'un triathlon, de la natation à la course à pied, en passant par le cyclisme et l'importance des transitions. Nous allons vous livrer tous les secrets pour exceller dans cette discipline aussi passionnante qu'exigeante. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons un épisode spécial enregistré à Nice à l'occasion de l'Ironman, une course légendaire réputée pour sa difficulté et l'exigence de sa préparation. Et aujourd'hui nous allons vous faire découvrir le monde fascinant de l'entraînement des triathlètes. Et pour nous aider à devenir un expert des épreuves combinées, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Pavlak, fondateur de la chaîne YouTube à succès Ironhuman et cofondateur de Campus Coach. Tristan, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui à Nice pour célébrer une épreuve que tu connais extrêmement bien. Comment est-ce que tu vas ? J'imagine que ça doit te faire plaisir d'être ici. Ah bah ouais, là on est à la maison, hein. On parle de course à pied depuis le début de la saison. Là on va parler de triathlon, que des choses que je connais, donc très très heureux d'être à tes côtés pour ce sujet. Tristan, aujourd'hui tu vas nous expliquer les fondamentaux de la préparation en triathlon, aussi bien en matière d'équipement, de temps, que même de budget aussi alloué à cette pratique. Mais avant de nous plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur ce qu'est un Ironman ? Parce que c'est vrai que c'est un nom qui est connu, qui a une grande notoriété, mais je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs et auditrices connaissent vraiment qu'est-ce qui se cache derrière cette épreuve un peu hors du commun. Pourquoi, à ton avis, cette épreuve elle est aussi intense, réputée, mais aussi un peu complexe ? Alors un triathlon, un Ironman pour résumer, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied, les trois enchaînés et puis potentiellement à faire le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui fait sa difficulté ? La distance déjà pour commencer, mais c'est vrai que le nom Ironman, parce qu'en fait au final c'est du triathlon, mais le nom Ironman a une connotation vraiment extrêmement particulière qui dépasse la marque Ironman, qui dépasse beaucoup de choses, un peu comme le marathon aujourd'hui. Le marathon, ça se fait pas que en Grèce, entre marathon et je sais pas quoi, ça se fait dans le monde entier. L'Ironman, c'est vraiment la même chose, c'est quelque chose de très puissant, qui donne envie à beaucoup de gens de s'y intéresser, voire, là on est à Nice, donc voire de le faire. Alors l'Ironman, on dit souvent que c'est l'une des épreuves sportives les plus dures au monde et je crois que la naissance de cette discipline, elle est un peu particulière et elle est née un peu d'un débat entre passionnés de course à pied. Est-ce que tu nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de cette course et comment est-ce qu'elle est née ? Parce que enchaîner 3 km de natation, 180 km de vélo plus un marathon, de quel esprit un peu tordu c'est né cette idée assez folle ? Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, il y a déjà plusieurs années de ça, dans notre podcast Dans la tête d'un triathlète, on avait fait un épisode complet dédié à la création de l'Ironman. Mais pour faire un petit résumé, il y a maintenant 45 ans sur les îles d'Hawaï, à Honolulu, il y a eu un débat entre plusieurs athlètes pour savoir qui est un peu l'athlète d'endurance suprême, entre qui est un nageur, un cycliste, un coureur. Et le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour réussir à répondre à cette question, c'est prenons les distances les plus longues qu'il y a aux alentours. Donc c'était une course de natation qui faisait 3,8 km, c'était une course de vélo à travers Honolulu qui faisait 180 km et c'était le marathon d'Honolulu. Et ils se sont dit on va faire les trois à la suite et celui qui va terminer en premier sera nommé Ironman. C'est finalement un peu comme un pari entre amis qui a débouché sur quelque chose d'assez extraordinaire. Alors toi, Tristan, tu es passionné maintenant par le triathlon, mais tu as un profil quand même assez atypique et j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour en savoir un peu plus justement sur la relation que toi tu entretiens avec le triathlon, parce que contrairement à de nombreux triathlètes, qui généralement sont des anciens, alors soit coureurs à pied, soit des anciens cyclistes ou soit des anciens nageurs, toi tu viens pas du tout de ce monde-là. Je crois même que tu viens du monde des sports de combat. Et du coup tu es parti un petit peu de zéro, tu n'avais aucun acquis dans cette discipline. Comment est-ce que t'es venu l'envie, comment elle est née l'envie de te lancer dans cette épreuve un peu folle ? C'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais aucun pied dans l'endurance de manière générale. À l'époque j'étais entraîneur d'arts martiaux, mais le nom d'Ironman je le connaissais, je savais ce que c'était et alors depuis ça fait bientôt plus de 6 ans maintenant, bientôt 7 ans, donc il y a eu une relation d'amour.
Comme toutes les relations d'amour, il y a quelques petites disputes, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà à la base, je savais ce que c'était et ça m'a motivé à m'y intéresser et à vouloir le réaliser. J'avais aucun entraînement en course à pied, en vélo, en cyclisme, mais je savais que le fait de le réaliser, ça m'apporterait quelque chose. En effet, oui, ça m'a apporté beaucoup de choses entre-temps, mais voilà, c'est juste ça qui m'a poussé à la base. Le mythe de l'Ironman qui a suffi à lui-même. Alors, j'imagine que se lancer dans la préparation d'un triathlon, c'est pas forcément un long fleuve tranquille et qu'il faut savoir quand même surmonter quelques difficultés. Justement, toi, quels ont été tes défis, les plus gros défis que tu as dû surmonter, auxquels tu as été confronté quand tu as commencé à t'entraîner sérieusement pour le triathlon? Ouais, comme tout le monde, comme beaucoup de gens qui vont avoir envie de faire un Ironman, moi je suis rentré dans le triathlon pour faire un Ironman. Je m'étais laissé 1 an et demi pour d'abord appréhender la pratique, puis ensuite m'y entraîner pour enfin le réaliser, d'ailleurs à Nice en 2018. Donc là, 5 ans plus tard, je reviens ici, ça fait extrêmement plaisir de revoir les gens un peu sur la course. Mais les difficultés principales, c'était d'abord déjà cette appréhension. Moi, je dissocie vraiment un peu cette première étape où on va prendre un peu connaissance avec tous les sports. Qu'est-ce que ça fait de courir? Qu'est-ce que ça fait de rouler? Qu'est-ce que ça fait de nager? Commencer à avoir un petit volume dans les 3 sports. Et ensuite, commencer vraiment une préparation assidue une fois qu'on a pris nos marques dans les 3. Ce qui est assez difficile parce que quand tu connais rien, tu as tout à apprendre. Justement, quand on se lance sur un Ironman ou même sur un format un peu plus court, c'est quand même un gros plongeon dans l'inconnu. On ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on va aller au bout, on ne sait pas si on va prendre du plaisir sur les disciplines auxquelles on va se préparer. C'est vraiment l'inconnu, quoi. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'Ironman intéresse autant de gens. C'est justement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas un peu où est-ce qu'on va. On sait que c'est dur, ça c'est peut-être la seule certitude qu'on a en commençant. Mais au-delà de ça, c'est l'incertitude qui fait que c'est intéressant de s'y plonger. Alors, qu'est-ce qui motive justement? Là, demain, il y a presque 5000 personnes sur les 2 formats qui vont participer à cette épreuve de triathlon. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les pousse? Et justement, on est parti sur le salon pour demander aux gens quelle était leur motivation pour participer à cette course-là. Est-ce que tu veux écouter leur avis, leur témoignage dans ce micro-trottoir? Je sais que tu aimes bien ces formats-là. J'adore le magnéto, c'est parti. Alors, c'est parti, on les écoute. Salut Fred, alors demain tu t'alignes sur quelle distance? Le grand format ou le middle format? Alors demain je fais le full, donc le 140.6. Ah, le 140.6, ça va être quelque chose. Dis-moi, aujourd'hui je me balade sur le salon et je pose cette question à tous les futurs Ironman. Qu'est-ce qui te motive à participer à une épreuve comme ça? Clairement c'est le dépassement de soi, c'est se fixer un objectif un peu atypique et voilà, le kiff quoi. Alors le dépassement de soi, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais ça signifie quoi pour toi précisément le dépassement de soi? Le dépassement de soi, c'est réaliser une épreuve toujours un peu plus grande. Et là, comme c'est mon premier Ironman, pour moi, ça sera vraiment un dépassement si j'y arrive. Alors j'imagine une préparation, il y a des hauts, il y a des bas, ça fait partie de toutes les préparations. Quand c'était un petit peu difficile, à quoi est-ce que tu te raccrochais justement pour tenir une préparation quand même assez exigeante comme l'Ironman? Je me dis repos déjà, quand ça va pas trop. Et puis après, je réenchaîne doucement, je reprends. Et puis je me dis, de toute façon, il faut que j'y arrive. Tout le monde y arrive. Enfin, tout le monde. Non, tout le monde n'y arrive pas. Mais en tout cas, beaucoup y arrivent. Et je ne vois pas pourquoi je ne peux pas y arriver si je ne suis pas sérieux, tant dans la nutrition que dans la prépa. Et voilà. Alors je suis avec Aline et Laura. Alors Aline, je crois que toi, c'est ton premier Ironman demain. Oui, c'est ça, c'est le premier. Et toi, Laura, je crois que tu es une habituée des lieux. C'est le 4e. Le 4e, ah oui, ça commence à être sérieux. Alors moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous motive à courir un Ironman? Aline, c'est ton premier. Où est-ce que tu puisses ta motivation? J'ai fait pas mal de petits triathlons et c'est vrai que Laura me parle depuis un moment d'un Ironman, notamment celui de Nice. Et du coup, il y a un peu moins de 6 mois, je me suis inscrite avec elle. Et qu'est-ce que tu viens chercher alors dans cette épreuve? Déjà, je vais essayer de finir parce que je vous avoue que mon entraînement n'est pas au summum. Et non, je vais juste essayer de finir et voilà. Alors Laura, toi c'est ton 4e. Aujourd'hui, la source de motivation, est-ce que c'est toujours la même qu'à ton premier? Oui, le dernier kilomètre avant la ligne d'arrivée, c'est celui qui met des étoiles dans les yeux, qui vous fait pleurer à la fin, enfin rien que d'en parler là. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de devenir Ironman? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Oui, entre la première prépa que j'ai fait à Vichy en 2019 et celle de Nice cette année, la discipline, l'abnégation, quand il pleut et qu'il faut aller rouler, qu'il faut aller courir, quand il neige aussi. On sait pourquoi on le fait et on attend ce jour-là.
Cette abnégation, est-ce qu'elle est utile que dans le sport ou finalement tu t'es aperçu que même dans ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ça t'a aidé aussi au-delà de la dimension sportive? Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé comme ça? Oui, ça m'a aidé. Je me dis que maintenant, voilà, anything is possible. Salut Aurélien, alors demain tu vas t'aligner à ton premier Ironman. Qu'est-ce qui te motive à participer à une épreuve comme ça? C'est surtout le label Ironman, c'est mythique et il y a 3-4 ans quand j'ai commencé le triathlon, je m'étais juré de finir un Ironman avant mes 30 ans et du coup demain, challenge. C'est le défi en fait, c'est de faire finir un Ironman avant tes 30 ans. J'imagine qu'une préparation Ironman c'est assez long, c'est assez difficile, des fois on doit avoir des moments de doute. À quoi est-ce que tu te raccroches pour continuer ta prépa et de ne pas douter? À quoi je me raccroche, c'est pas facile à dire. Il y a clairement eu des moments de doute et en gros dans les moments difficiles, je voyais Nice et la promenade des Anglais et en vrai je suis très fort de caractère et pour moi il n'y a pas vraiment de choses qui puissent entraver en fait la réussite et du coup je me raccroche à ce défi et cet objectif ultime que je m'étais fixé il y a 4 ans. Donc ça suffit pour me motiver et repousser les limites. Ouais. Alors imagine, on est dimanche, tu franchis la finish line. Qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Dans quel état tu vas être émotionnellement demain? Est-ce que tu imagines déjà un petit peu ce moment? Moi, je vais peut-être verser une petite larme parce que c'est quand même un aboutissement de 8 mois, voire 1 an de préparation et de plusieurs années de triathlon. Et en vrai, ce que je viens chercher, c'est surtout pour me le prouver à moi-même et me prouver que j'en étais capable depuis le début, tout simplement. Bon félicitations Aurélien, ça a été un plaisir de discuter avec toi et puis je profite de ta présence pour saluer tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis la Belgique puisqu'ils sont assez nombreux. Donc bonjour à eux, bonne course pour demain Aurélien. Merci, moi aussi, au revoir. Retour au studio, est-ce que tu t'es reconnu dans le témoignage de ces futurs Ironman? Est-ce que ça change une vie de courir cette épreuve? Ouais, ça me touche ces témoignages. Moi souvent ce que je dis c'est je peux que souhaiter aux gens de vivre tout ce que j'ai vécu grâce au triathlon longue distance. Là, on a entendu des choses qui sont assez puissantes, se prouver qu'on en est capable. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Il y a aussi la notion de dépassement de soi. J'essaye un peu de théoriser ça, moi, dans mon coin, pour savoir qu'est-ce qui fait que le triathlon et pas autre chose réussit à autant créer cette énergie positive et cette envie de le faire chez les gens, cette envie de faire beaucoup de concessions parce que on va le voir tout à l'heure, c'est 3 sports, c'est beaucoup d'engagement, trop d'engagement même chez certains, bref. Je pense que c'est le fait que, certes il y a 3 sports, mais tu peux me dire le décathlon il y en a 10, c'est 3 sports qui sont énormément différents. La natation qui évolue dans l'eau, le vélo qui est un sport mécanique et la course à pied qui n'est résumée qu'à toi avec des baskets. 3 sports qui en fait se regroupent en sports d'endurance, mais qui dans les faits sont extrêmement différents. Ce qui fait que quel que soit le profil qu'on ait, on a forcément un sport dans lequel on est plus réticent. Et c'est justement face à cette difficulté, c'est face au fait qu'on sait qu'on va avoir du mal, alors pour la grande majorité des gens, 90% ça va être la natation, on va pas se mentir, mais on sait qu'on va se mettre en danger sur quelque chose, mais on ne s'arrête pas là. Tu vois, moi je prends souvent l'exemple du duathlon longue distance. Tu as des duathlons qui sont quasiment aussi longs que des triathlons et pourtant on n'en entend pas parler simplement parce que il n'y a pas cette complémentarité des 3 qui fait que le sport est unique. Donc moi c'est comme ça que je le théorise. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est en tout cas a posteriori ça qui définit pourquoi est-ce que j'aurais eu envie de le faire. Non mais c'est clair, c'est une épreuve où il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on dit, c'est un peu le mot à la mode, mais sortir de sa zone de confort. Et j'ai l'impression, moi, le projet presque d'une vie, quand on décide de se lancer dans la préparation d'un Ironman, on sait qu'on va quelque part orienter sa vie autour de ce défi sportif, parce que c'est quelque chose auquel, j'imagine, un marathon, tu y penses quasiment tous les jours, mais l'Ironman, j'imagine que tu y penses 12 fois par jour. Oui, c'est un peu, en vrai, c'est un petit peu la même chose, c'est juste plus long et il y a 3 sports, mais c'est la même émotion et la même volonté de faire. Moi, c'est vrai que pendant mes dernières préparations, là, par exemple, pour les derniers championnats du monde à Kona, tu as tendance à désacraliser un petit peu la distance. Tu t'entraînes tellement, tu es tellement dedans, tu banalises un peu la chose. Depuis que là, ça fait 7 mois que j'ai un peu relâché sur l'entraînement justement pour me consacrer à autre chose, je me rends à nouveau compte à quel point c'est vraiment quelque chose de dingue, quoi, cette distance.
Tristan, après cette introduction, je te propose qu'on rentre sans plus tarder dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, à savoir les spécificités de l'entraînement sur triathlon. D'ailleurs Tristan, et ça va être ma première question, le triathlon est un peu perçu quand même comme une discipline assez, je ne vais pas dire élitiste, mais peut-être réservée quand même à des sportifs aguerris, avertis. Toi, est-ce que tu penses que finalement cette discipline, elle reste quand même réservée à des athlètes très expérimentés, avec déjà des bases athlétiques très solides? Je pense qu'un peu cette légende de athlète ultime, c'est quelque chose qui peut être véhiculé parce que justement, on l'a dit, c'est 3 sports qui sont très complémentaires, qui permettent de balayer large sur beaucoup de spectres. Après, j'en suis l'exemple, j'ai commencé de rien et pourtant j'ai réussi en 1 an et demi à m'y entraîner. Là, toi, tu as fait un magnéto et pour tous ceux qui vont aller sur un village Ironman, on le voit, les profils de gens qui font un Ironman sont extrêmement différents. Tu as des gens qui ont 70 ans qui vont s'aligner dessus, tu as des jeunes qui ont que ça à faire de leur journée de s'entraîner et qui vont vouloir faire un chrono de dingue. Il y a vraiment des profils extrêmement différents et chacun va trouver un peu sa chose à lui pour la distance. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a rien de magique, quoi. Juste les gens s'entraînent. C'est plus les valeurs qui sont en commun qu'un don particulier. Les gens qui sont regroupés ici, c'est des gens qui veulent faire preuve de discipline, qui veulent de faire preuve d'envie de bien faire, de ce genre de choses, mais ce n'est pas des gens qui se regroupent. La caractéristique principale de ce groupe, c'est pas « nous sommes très athlétiques ». Ce n'est pas ça le point commun. Effectivement, en tout cas, c'est vrai que j'ai été assez surpris par la diversité des profils, des garçons, des filles, des jeunes, des plus âgés, des personnes très affûtées, d'autres un petit peu moins. On voit quand même que c'est avant tout une affaire personnelle. Alors, on l'a dit, et tu l'as même répété, hein, la spécificité du triathlon, c'est que c'est une épreuve combinée, c'est-à-dire qu'il faut être capable de nager, rouler et courir. Parfois déjà, les qualités physiologiques qu'il faut avoir pour être un bon nageur sont différents, voire antinomiques avec celles, par exemple, d'un coureur à pied. Donc il faut aussi savoir jongler avec ses qualités et ses faiblesses. Et justement, en termes de répartition, par exemple, si on n'excelle pas dans un sport en particulier, imagine quelqu'un, c'est pas un grand nageur, c'est pas un grand cycliste, c'est pas un grand coureur, comment est-ce qu'il doit répartir en fait équitablement l'entraînement entre ces 3 disciplines? Je m'explique, est-ce que par exemple, il faut faire un tiers consacré à la natation, un tiers consacré à l'entraînement en vélo et un tiers consacré à la course à pied? Comment est-ce qu'on arbitre finalement l'entraînement sur triathlon? Ouais, alors déjà pour commencer, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais cette antinomie, c'est vraiment la preuve de qui qu'on soit, il y aura forcément à partir d'un moment une mise en danger. Entre guillemets, on pourrait se dire, on ne se contente pas de faire seulement ce qu'on aime, on ne se contente pas seulement de faire ce à quoi on est destiné, mais on va chercher un petit peu autre chose. Alors, si on devait donner des règles générales, évidemment ça dépend un peu des profils, ça dépend par exemple là, les coureurs qui nous écoutent, s'ils ont des gros points forts, on en parlera sûrement après, on va pouvoir changer un tout petit peu au niveau de la fréquence d'entraînement, du volume, mais quoi qu'il arrive, on répartit rarement un tiers. Tu vois, si tu fais un calcul simple sur un triathlon longue distance comme ça, sur un Ironman, la natation ça va représenter seulement 10%. Donc en tant qu'amateur, est-ce que tu as envie de passer autant de temps à nager que sur les autres sports? Le vélo, ça va représenter souvent plus de 50% du temps total. Et à la fin, il reste la course à pied. Donc dans la répartition, tu vois, si je devais te donner la répartition pour un amateur, très souvent en termes de volume, le vélo de loin devant, ensuite la course à pied et en dernier la natation. Justement parce que la natation, c'est ce qui en réalité compte le moins en amateur, je le répète. Après, vis-à-vis de la fréquence d'entraînement, alors là, on pourrait débattre un tout petit peu, tu vois, si on rentrait dans les détails, mais soit la course à pied, c'est là où il y a le plus de fréquence, parce que comme c'est là où il y a le plus de risque de blessure, s'y confronter, avoir une fréquence un peu plus régulière que les autres sports, ça reste quand même important. Là où le vélo et la natation, on pourrait avoir quasiment une fréquence d'entraînement égale, ou à l'inverse, on pourrait se dire, j'ai un peu plus de temps, course à pied et vélo, même fréquence, mais natation un petit peu en dessous. Tu vois, la différence entre fréquence et volume, elle est vachement importante, parce que tu peux avoir 3 courses à pied dans la semaine qui vont te faire peut-être 2 heures d'entraînement, tu peux avoir 3 vélos dans la semaine qui vont te faire 15 heures. Je grossis les traits, mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux. Pour les élites, après c'est très différent si on passe vraiment très, très vite dessus. Pour le volume, c'est quasiment la même chose, juste ils nagent beaucoup plus. Justement parce qu'à haut niveau, meilleur tu deviens, c'est ce qu'on dit souvent, c'est un triathlon, ça se gagne pas en natation, mais ça peut se perdre en natation. Donc c'est la même chose que les amateurs, mais juste ils nagent beaucoup plus. Ils n'ont pas ce luxe de décider un peu exactement, où ils ont envie d'aller, quoi. C'est ça. Donc souvent en fait, en termes de fréquence, ils vont s'entraîner exactement avec la même fréquence dans les 3 sports. Juste après, pareil, le volume, le vélo sera bien au-dessus de la natation et de la course à pied.
Alors, tu en as un peu parlé, mais est-ce qu'il y a un effet de vase communicant ? Par exemple, tiens, je vais faire des séances de vélo assez intensives. Est-ce que mécaniquement, on parle souvent de l'entraînement croisé, est-ce que ces entraînements de vélo vont m'être bénéfiques pour ma course à pied et du coup me permettre d'un peu moins courir ? Ou inversement, si je cours beaucoup, est-ce que le cardio que je vais développer pendant mes séances de running va m'aider justement à compenser un entraînement amoindri sur le vélo ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, ça c'est la question de l'entraînement croisé de manière générale qui est vachement intéressante. Et si on regarde les triathlètes de façon générale, on observe bien qu'à volume égal en course à pied, ils sont bien meilleurs qu'un coureur avec le même volume. Si tu fais des tendances avec des grands échantillons, simplement parce que oui, il y a un transfert. Après, la question, c'est le coût du transfert. Parce qu'un triathlète qui s'entraîne 15 heures dans la semaine, amateur, j'ai pas envie de dire que pour un Ironman c'est une normalité, mais si en fait, alors qu'un coureur qui s'entraîne 15 heures, non. Donc la question c'est pas est-ce qu'il y a un transfert, c'est quel est le coût en termes de volume de ce transfert-là. Et tu vois, par exemple, à titre personnel, c'est un peu ce que je suis en train d'expérimenter. Je cours le même volume en course à pied que l'année dernière, mais j'ai retiré le vélo et la natation, donc j'ai retiré peut-être 18-20 heures d'entraînement dans la semaine. Même volume d'entraînement en course à pied, je suis bien moins bon en course à pied aujourd'hui. La question, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais c'est à quel point est-ce que je vais devoir compenser en course à pied pour retrouver ce niveau ? Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas devoir rajouter 20 heures de course à pied. Ça, c'est une certitude. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir un peu comment est-ce que ça faut va se terminer ton histoire. revenir dans 6 mois. Alors, là on parle d'entraînement vélo, natation, course à pied. Il y a quand même, on va commencer un peu les sujets qui fâchent. Est-ce que ça demande du temps ? Est-ce que c'est une épreuve chronophage de faire un triathlon ? Est-ce qu'on doit à peu près sacrifier sa vie personnelle ? Est-ce qu'on doit arrêter son travail, démissionner pour se consacrer à la préparation d'un triathlon ? C'est peut-être ce qui fait même principalement peur aux coureurs qui vont nous écouter. Ils entendent Ironman, ils entendent triathlon, c'est très cool, mais le premier a priori que tu peux avoir là-dessus, c'est que ça te prend beaucoup de temps et qu'en fait, tu n'auras pas le temps de t'y préparer. Ce que je peux dire, c'est que pour un Ironman, oui, forcément, ça va prendre du temps de la même manière que pour préparer un marathon, ça va vous prendre plus longtemps, enfin, ça va vous prendre plus de volume, plus de fréquence que pour préparer votre premier 5 km. Donc ça, c'est une réalité. Cependant, si on regarde les élites qui s'entraînent entre 25-30 heures par semaine, etc., ce sont des élites. Il faut bien différencier des gens avec une pratique amateur pour qui le seul but, ça va être de finir, de ne pas souffrir sur leur course, de ne pas avoir de conséquences négatives sur leur santé à plus long terme. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les épreuves d'endurance, certes, c'est très cool de les faire, mais si on est mal préparé, si le corps n'a pas de bonne capacité de récupération, ça peut aggraver la situation sur le moyen et long terme. Donc, si on prend cette catégorie d'amateurs-là, le volume nécessaire minimal est sûrement moins grand que ce que les gens se projettent en regardant l'image globale. Et l'image que j'ai pu véhiculer aussi, tu vois, à la fin j'ai fini par beaucoup m'entraîner, mais mon premier Ironman, je pense que je m'entraînais peut-être 6 ou 7 fois dans la semaine, 7 fois aller. Donc faut bien faire cette différence entre les gens qui veulent performer sur triathlon. Ça, c'est sûr et certain que ça va être très chronophage. Si vous voulez vraiment être très performant, si vous voulez être compétitif, je vais pas vous mentir, ça va vous prendre beaucoup d'heures d'entraînement parce qu'il y a 3 sports. Si vous voulez juste être amateur et vivre toutes les émotions et partager les valeurs dont on a parlé en début tout à l'heure, ça va vous prendre, oui, certes plus de temps que de faire juste de la course à pied, mais sûrement moins que ce que les gens projettent. Justement, on dit souvent par exemple qu'une prépa marathon, c'est à peu près 12 semaines pour un athlète entraîné. Sur un format 73 ou un format Ironman XL, globalement, les prépas, si tu pars from scratch, toi, qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors, je ne sais pas si on a défini 70.3, mais c'est peut-être un terme qui va revenir un peu régulièrement. Donc, pour les coureurs, un 70.3, c'est la moitié d'un Ironman. 1,9 km de natation, 90 de vélo et un semi-marathon après. Le temps qu'il faut allouer, je dirais... Moi, c'est vrai que je suis entraîneur, je promeus la santé avant tout, etc. Donc, je vais sûrement te dire que je vais te donner une période plus longue que ce qui pourrait être réellement nécessaire pour accéder à la finish line. Mais pour moi, s'y prendre un an à l'avance, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, ouais. Parce qu'il y a déjà, en fait, tu me parles de from scratch, c'est important parce que pour moi, il y a vraiment cette première partie où on va faire connaissance avec les sports. Là, on parlera même pas encore de sorties longues, de fractionner, de trucs de machin. Juste pratiquer les sports, commencer à s'y habituer, voir ce que c'est manier un vélo, commencer à évoluer un peu en natation. Ça, c'est déjà une première partie qui va prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on prend du plaisir, hein, ne serait-ce qu'est-ce qu'on prend du plaisir ? Est-ce qu'on tire de la satisfaction à s'entraîner comme ça ? C'est ça. Et ensuite, après, la préparation, tu vois, pour des gens d'entraîner, en général, ils vont plutôt s'y prendre à peu près 6 mois à l'avance. C'est à partir de là où ils vont commencer à être vraiment réguliers à l'entraînement, à se discipliner, à rester focus et à monter leur volume progressivement en intensité et en longueur pour culminer jusqu'à l'Ironman. Donc tu vois, il faut quand même différencier.
Alors justement, je te propose qu'on détaille maintenant les spécificités de chaque épreuve. Je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditeurs qui peut-être un jour envisagent de se lancer, pourquoi pas, ce défi-là. Et puis les athlètes curieux comme moi, ça peut être intéressant aussi d'en savoir un peu plus sur ce que ça engage. On va s'intéresser peut-être dans un premier temps à peut-être un entraînement qui fait le plus peur. C'est, tu le disais, la natation. Et justement, concernant la natation, il y a déjà une particularité, et j'aimerais moi la souligner, c'est que sur triathlon, généralement, c'est de la nage en eau libre. Parce que ça, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que nager, que ce soit dans un lac ou dans l'océan, dans la mer, c'est quand même très différent que de nager en bassin. Et ça, il faut quand même le prendre en compte, j'imagine. Et là, les triathlètes qui nous écoutent, on vous voit à chaque 50 mètres, là, la petite pause de 2 secondes à chaque longueur. En eau libre, ça n'existe pas. Oui, il y a une différence. Et d'ailleurs, dans les triathlètes de très haut niveau, on voit que ceux qui sont très bons en natation en eau libre ne sont pas forcément ceux qui ont les chronos les plus dingues en piscine. Tu vois, si on prend l'athlète français Sam Ledlow, je sais que tu as des nageurs qui sont bien meilleur que lui en piscine, et pourtant c'est pas rare, voire même tout le temps il sort devant en natation. Donc il y a quand même une différence de ce point là. Si je devais les résumer, c'est juste que la natation en eau libre, c'est un milieu beaucoup plus instable. Tu as des vagues, tu as des courants, tu as beaucoup de choses qui te déstabilisent, qui fait que tu peux pas poser ta nage de la même manière tu peux pas avoir une nage aussi belle que ce que tu pourrais voir en bassin par exemple, mais aussi parce que simplement il faut que tu te diriges, quelque chose qui est quand même pas anecdotique. Donc ça, c'est une façon générale. Après, il faut quand même pas nier que bien nager en piscine, c'est quand même la base de la base. Si tu veux apprendre techniquement à nager, ce qui est un aspect extrêmement important de la natation, beaucoup plus qu'en vélo et en course à pied, le faire en piscine, c'est quand même le point de départ. C'est juste après le transfert de ta piscine jusqu'à l'eau libre, où là, il peut y avoir des différences. Alors justement, est-ce que tu peux nous décrire une session un peu typique de natation quand on prépare un triathlon par exemple? Toi, tu recommandes, en termes de séances, est-ce que si on s'entraîne 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, il faut mieux allouer? Quelle durée d'entraînement aussi il faut qu'on pratique? Quel type de séance? Est-ce qu'on va plutôt faire de l'endurance? Tu parles de technique, est-ce qu'il va y avoir aussi un peu d'intensité? Moi qui ne connais pas du tout l'entraînement en natation, est-ce que tu peux me donner un peu un aperçu de ce que ça représente? Oui, en fait, si on compare l'entraînement en natation avec de l'entraînement en course à pied, c'est vraiment pas très différent en soi, hein. C'est un sport physiologique. Donc hormis l'apprentissage technique qui va prendre une place beaucoup plus importante, en fait en réalité tu retrouves les mêmes choses. Tu retrouves des sorties longues, tu retrouves des endurances fondamentales. Alors, endurances fondamentales qui sont pas trop pratiquées en natation, quand bien même je pense que les gens auraient tout intérêt à savoir nager doucement et à faible intensité, mais aussi parce que c'est ennuyant, on va dire ça comme ça. Tu peux pas avoir ton petit podcast dans les oreilles, tu comptes les carreaux, tu fais des allers-retours, donc c'est forcément, en tant qu'entraîneur, on a tendance à mettre un peu de ludique dans les entraînements et pas juste à dire va dans la piscine, fais 3000 flats, tranquille. Souvent, on essaie de mettre un peu plus d'épices là-dedans, mais ouais, on retrouve les mêmes choses, sorties longues, on retrouve des fractionnés aussi, fractionnés courts, fractionnés longs. Je sais pas si tu veux que je te donne des exemples de séances. Ça serait intéressant, ouais. Si je devais te donner des exemples de séances, on va donner 2 exemples de séances un peu classiques. Le 10 x 100, le 10 x 100 mètres, alors après ça dépend de la récup, mais tu vois, si on devait donner une durée sur un 100 mètres, ça dure entre 1 minute et 2 minutes. Donc en fait, quasiment comme un 400 mètres en course à pied. Donc tu vois, le 10 x 100, le 10 x 400, il y a quelque chose qui se retrouve là-dessus. La seule différence de la natation, c'est que le 10 x 100, il peut se décliner de différentes manières parce que comme c'est un sport très technique, en natation, on a tendance à fractionner les efforts genre beaucoup plus. Par exemple, en course à pied, tu voudrais faire un 4000. Tu vois, si tu pars du principe que 400 mètres en course à pied, c'est 100 mètres en natation, tu vas plutôt avoir tendance à faire un 10 x 100 qu'un 4000. Et si tu fais un 2 x 4000 en course à pied, à faire 2 fois 10 x 100, simplement, genre avec des récup très courtes, 10-15 secondes, parce que ça te permettrait un reset au niveau de ta lucidité qui te permettrait des techniques, parce que ton coût énergétique, il peut vraiment se dégrader très très fort en natation, ce qui est un peu moins le cas en course à pied, quoique tu vois les Norvégiens fractionner, etc. Mais tu as l'idée. Donc ça, c'est pour une première séance. Le 10 x 100, c'est vraiment le classico un petit peu. Et tu adaptes ta récup en fonction de l'intensité. Là, je renvoie les gens vers notre podcast sur le fractionné. Et puis une autre séance et qui est très utilisée pour les entraînements pour l'Ironman, en particulier 70.3, ça va être des répétitions de 400 mètres.
Donc comme si c'était des répétitions de 1600, on pourrait dire, bon, c'est pas un bon parallèle à faire là. Mais tu vois, par exemple, à 4 à 10 fois 400 mètres, ça c'est vraiment une séance assez connue des nageurs. Alors justement, là on est en début d'été, ce qui veut dire que voilà, beaucoup de nos auditeurs vont certainement partir en vacances. Peut-être que certains d'entre eux vont profiter des vacances pour faire ce qu'on appelle la coupure estivale. Et peut-être que tiens, ils vont se dire pourquoi pas, parce qu'ils vont avoir accès à une piscine, ils vont avoir accès à la mer pendant leurs vacances, se dire si je veux garder un peu d'activité physique, et que voilà, je veux nager un petit peu pour maintenir des capacités d'endurance, tu vois, parce qu'ils ont marre de courir, ils veulent un peu se diversifier leurs pratiques. Qu'est-ce que tu leur recommanderais justement? On fait une petite parenthèse, parce que je pense que ça peut être intéressant de savoir comme séance Alors, à pratiquer pendant les vacances. Ma prescription pour ces personnes-là pourrait varier d'une prescription pour un triathlète, parce que si c'est un coureur qui veut juste diversifier sa pratique et avoir une activité cardiovasculaire, on va dire, en vacances, sans trop se prendre la tête, tu vois, toute la partie technique, est-ce qu'il a un grand intérêt à y porter beaucoup d'attention? Je ne sais pas. Tu vois, là où un triathlète, ça serait primordial pour lui, où il aurait soit des blocs d'éducatif si vraiment il n'a aucune conscience de son corps dans l'eau, ce qui reste le cas pendant très très longtemps, mais même une pratique en pleine conscience où tu vas te filmer, tu vas améliorer ta technique petit à petit. Pour un coureur qui veut juste diversifier sa pratique, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à ce point-là. Donc à partir de là, souvent ça va être des espaces en eau libre où ils vont avoir accès. Tu peux pas vraiment. On va jusqu'à la bouée en fait, comme on fait tous. On la touche et après on revient. C'est déjà bien, tu vois. C'est déjà bien, c'est un bon départ. Et puis, en vrai, un triathlète qui va s'entraîner en eau libre, c'est très rare qu'il fasse des séances spécifiques en eau libre. Parfois, mais la grande majorité du temps, tu vas juste cumuler du temps en eau libre pour apprendre à t'orienter, voir les différences de vitesse en fonction de ta fréquence de bras, ce genre de choses. Alors justement, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un un peu comme moi qui n'aime pas trop nager, qui pense qu'il n'a aucun talent, capacité, aptitude à faire de la natation et qu'il freine beaucoup? Quel conseil tu lui donnerais justement pour pas trop se prendre la tête? Déjà, j'ai envie de souligner que c'est justement parce que tu as l'impression que c'est pas fait pour toi, tu as l'impression que c'est difficile, c'est justement parce que c'est difficile que ça vaut le coup. Déjà, c'est la première chose. Tu vois, faudrait prendre le truc un peu à rebours et dire c'est justement parce que je vais me prouver que j'en suis capable que ça vaut le coup de m'y confronter. Déjà, ça c'est une chose intéressante, un exercice mental un peu intéressant à faire. Une fois que tu as franchi ce pas-là et que tu as envie de le faire, la meilleure solution, ça reste de s'approcher d'un professionnel pour apprendre, très simplement. Je l'ai dit, l'aspect technique est très important. Si tu n'as aucune notion en natation, tu peux gaspiller énormément de temps. Parce que, tu vois, si on prend par exemple en course à pied la notion de coût énergétique et technique de course, etc., c'est quelque chose qui naturellement aura tendance à beaucoup s'améliorer avec les années de pratique, l'expérience et le kilométrage. En natation, et pour l'avoir vu, tu peux nager des années sans progresser ou juste en progressant physiologiquement, mais ton plafond de verre est extrêmement bas juste parce que tu nages mal. Et vraiment, le levier de la technique est incroyable. Juste en apprenant à mieux nager, sans devenir meilleur, tu peux diviser ton chrono peut-être par 50%. Quoi. Bon, ça effectivement, c'est rassurant et ça motive. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe au vélo. Pour l'entraînement, comment est-ce que ça se passe? Tiens, voilà, moi je veux un peu m'améliorer à bicyclette. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde quelques segments et itinéraires sur Strava et je me lance par exemple dans des sorties de 30, 40, 50 km sans trop me soucier de comment est-ce que je dois rouler, un peu comme si je faisais, je ne vais pas dire une balade en cyclo, mais est-ce qu'il me suffit que j'enchaîne les kilomètres, qu'il suffit de dérouler en fait pour que ça suffise? C'est quoi tes conseils par rapport à ça? C'est très sûrement ce que les gens vont faire dans un premier temps, cette première phase d'apprentissage comme je te le disais. Après, dans un second temps pour préparer un Ironman, ça va être un peu léger. Mais ce serait comme en course à pied, tu vois. C'est comme si je disais si je fais des footings un peu à la va-vite, je fais un 10 bandes 3 fois par semaine, est-ce que ça suffit? C'est une bonne base, mais après il va falloir apporter un peu de diversité, quoi. Il va falloir amener quelques fractionnés, il va falloir amener des sorties longues, tu vois, pour te donner un ordre d'idée et pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent sur un Ironman. On va très vite, sur beaucoup de profils, on va tendre sur des sorties longues qui vont durer 5-6 heures sur les plus longues, à vélo uniquement, et souvent avec un peu de course à pied derrière, juste pour être sûr. Bon, au moins vous êtes prévenus. Du coup, comment est-ce qu'on structure son entraînement en vélo? Par exemple, en course à pied, tu sais, il y a les fameux 80-20 où tu vas faire 20% d'intensité et 80% d'entraînement à allure fondamentale. Est-ce que c'est le même principe sur l'entraînement en vélo? C'est exactement le même principe. Si je devais donner quand même une différence pour apporter un peu de nuance, je dirais que comme on aura tendance à faire des entraînements
un peu plus long, peut-être tu peux facilement rouler 2 heures. 2 heures en course à pied, déjà, ça commence à taper un petit peu. Donc tu vois, il y a cette petite spécificité-là, justement parce que le vélo est un sport sans impact. À partir de là, une autre différence que tu peux apporter, c'est vis-à-vis de tes fractionnés. C'est pas rare d'avoir des fractionnés où tu vas avoir des temps de maintien. Donc temps de maintien, par exemple, tu fais 10 fois 2 minutes, tu as 20 minutes de temps de maintien. Bref, sur des séances de vélo, c'est pas rare d'avoir des temps de maintien qui sont plus longs qu'en course à pied, justement parce que en course à pied, tu as quand même une limite mécanique qui va limiter dans tes efforts. Tu peux pas, tu vois, on pourrait dire que 10 fois 400, si tu allonges un petit peu tes récupérations, tu peux courir aussi vite, mais tu peux en faire 20 peut-être. Oui, mais après, tu vas avoir une semaine de courbature, tu peux plus courir. Tu vois, ça, c'est pas vraiment, une limite qu'on a en vélo. Donc souvent, tu vas avoir des temps de maintien un tout petit peu plus longs. Mais sinon, vraiment, je le répète, c'est exactement la même chose, juste appliqué dans un autre sport. Si on a déjà un bon niveau en course à pied, potentiellement, on va quand même avoir des acquis sur la partie vélo. Pas forcément. C'est pas automatique. Pas forcément. Si on reprend un peu ce que je disais sur le podcast qu'on a fait ensemble sur l'anthropométrie et un peu la morphologie du coureur, les qualités pour être bon en course à pied sont pas forcément les qualités pour être bon à vélo. En vélo, c'est beaucoup de... tu vas très peu jouer sur la restitution élastique d'énergie. Donc en fait, tout ce qui va être restitution énergétique au niveau des tendons, etc., ça a aucun impact en fait. Donc tu vas être beaucoup plus dans le musculaire, et des gens qui vont être très forts en course à pied et qui ne sont pas du tout musculaires, il y en a beaucoup. C'est même peut-être l'un des critères dans un certain sens. Donc oui, tu peux avoir une grosse différence là-dessus. Après, là où tu peux être fort, là on est à Nice, tu as 2400 mètres de dénivelé positif sur les 180 km pour la partie vélo. Là où peut-être les coureurs vont pouvoir se retrouver, c'est qu'ils sont relativement légers, généralement. Peut-être que ça peut les aider dans l'école. Mais tu vois, si on extrapole, tu peux être très fort en course à pied et un peu moins en vélo. Bon, écoute, encore une fois, là aussi on est prévenu. Alors, le vélo, la particularité, c'est qu'il y a aussi une dimension matérielle. Il faut se procurer un vélo. Il y a aussi une dimension mécanique, une dimension technique. Quand on ne connaît pas forcément ça, on peut être un peu perdu, d'autant que au niveau des gammes de prix, ça va du simple au triple, mais même des fois, ça va d'un vélo à 600 € jusqu'à des vélos à plus de 20 000 €. Si on n'a pas forcément 6 000 € au fond de la poche d'un jean, t'as pas 6 000 balles au fond de tes non, poches? Non, j'ai pas. Étrange. Si ça traîne, n'hésite pas à m'en faire partager. Je serai, voilà, il y a pas de souci. Je peux te libérer de ce poids au fond de ton jeans. Mais du coup, voilà, quel conseil tu pourrais nous donner? Est-ce que déjà il faut mettre le prix? Est-ce qu'un vélo d'occasion ça peut suffire? Voilà, comment est-ce qu'on doit appréhender cette partie un peu plus matérielle? Ouais. Si on regarde le parc à vélo qui est juste derrière nous, tu vas voir qu'il y en a pour un peu de sous. Il y a des vélos qui sont de dernier cri, qui coûtent hyper cher, qui sont ultra aéro, etc. Mais tu vas voir qu'il y a des vélos qui payent vraiment pas de mine. Parce que la position aérodynamique sur un vélo de contre-la-montre, c'est pas une obligation. Parce que, pour préciser, tu as des vélos spécifiques pour le triathlon qui ne respectent pas les règles de la Fédération internationale de vélo, sur lesquels tu as des prolongateurs qui sont interdits dans le cyclisme du Tour de France. Et qui font que tu es très très aérodynamique, tu vas très très vite. Mais tu as des vélos qui sont normaux, quoi, comme tout le monde. Et j'ai envie de dire que si tu as juste envie de pratiquer, si tu as juste envie de faire face à toi-même, si tu as juste envie de compléter la distance, tu peux le faire avec n'importe quel vélo. Là, je suis sûr et certain que tu as des vélos à 300 balles en occasion, et le mec, il va faire ça en 5h30, 6h, 6h30, et il va faire ça très bien, quoi. Surtout en plus à Nice où la position aérodynamique, tu as un peu moins l'occasion d'être dessus. Mais donc, pour le coup, si c'est juste « je veux pratiquer », ça peut se faire à partir de n'importe quoi. Et puis, si c'est vraiment toi face à toi-même, tant que tu as le même vélo, tu refais Nice l'année prochaine, tu pourras voir que tu as progressé. Alors certes, ton chrono, il va être moins rapide que quelqu'un qui a un vélo de dernier cri avec la bonne position, etc. Mais tu t'en fous parce que c'est toi face à toi-même. Après, à partir du moment où tu veux te comparer aux autres, à partir du moment où tu veux être performant, à partir du moment où tu veux rouler vite et faire des podiums, etc. Là, en effet, ça commence à devenir une obligation d'avoir un vélo qui commence à coûter cher. En général, tu vois, sur ces genres de gammes-là, je pense pas dire de bêtises en disant que sous 2 000 €, ça me paraît complexe. Mais voilà. Faut pas se limiter à ça. Autant le temps de pratique, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, le volet économique, c'est aussi un volet qui peut faire peur. Vraiment, j'insiste là-dessus. À partir de tant que le vélo roule, ça peut faire le job. Et qui fait pas 25 kilos dans le col de Vence, franchement, moi, ça serait pas du tout un critère là-dessus.
Au niveau performance, le vélo, ça fait vraiment la différence. Quelqu'un qui a un vélo ultra performant, ultra haut de gamme, va vraiment faire la différence avec quelqu'un qui a un vélo un peu plus bon marché. Oui, énormément. Sans débat. Genre oui, là c'est sans commune mesure. Je pense que si tu me mets vraiment sur un biclou, je pense que tu peux même atteindre. Tu sais, si tu prends vraiment l'extrême de l'extrême de l'extrême, tu peux arriver à 8-9 km/h de différence. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, ça fait de la différence. Bon, on va parler un peu de course à pied parce que voilà, il y a quand même du running dans le triathlon. Eh bah oui, et puis c'est là où ça se gagne. Hein. Exactement. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est ce que tu nous as dit en tout cas tout à l'heure. On va partir du principe quand même. On a un podcast de running, donc on va partir du principe que nos auditeurs et auditrices ont déjà des bases, des fondamentaux. Alors justement, s'ils veulent se lancer, s'initier au triathlon, quelle stratégie tu leur conseilles d'adopter ? Est-ce qu'ils gardent justement, selon toi, est-ce qu'ils doivent garder, selon toi, un gros volume d'entraînement dans la course à pied, histoire de capitaliser, justement, en se disant, tiens, l'une de vos forces, c'est que vous avez déjà des gros acquis sur la partie running, donc conservez cette force-là, maintenez un gros volume en entraînement running pour justement faire la différence à ce moment-là. Ou au contraire, tu leur conseillerais peut-être de mettre ça un peu de côté, capitaliser sur leur acquis pour justement allouer du temps aux autres disciplines. Quelles sont tes recommandations ? Alors ma recommandation, ce serait déjà de dire que pour maintenir des qualités physiques, ça prend moins de volume que pour les développer. Ça c'est une première chose. Cependant, l'objectif principal de nos coureurs là, qui vont de fait avoir un point fort en course à pied, ça va être de transférer ce point fort en course à pied en point fort en course à pied après le vélo et la natation. Ce qui est vraiment pas la même chose parce qu'on peut être extrêmement fort, alors ce qu'on appelle à sec, ce qu'on peut être très fort en course à pied seul et pourtant être vraiment pas bon en course à pied sur triathlon. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit parce que si on a un point fort course à pied mais que on s'est pas assez entraîné en vélo, on s'est pas assez entraîné en natation, on sera très mauvais en course à pied le jour J parce qu'on n'aura plus de jambes. Ouais, oui, il faut le prendre en compte ça, effectivement. C'est-à-dire que tu auras beau être très fort quand tu roules pas, si tu t'y es jamais entraîné spécifiquement, tu peux vraiment être très très nul et tu peux passer un très mauvais quart d'heure sur ton marathon. Quand je dis quart d'heure, tu peux passer un très mauvais 6 heures sur ton marathon, parce que 42 km, quand tu commences à marcher, ça peut durer pas mal de temps. Donc le but, ça va être de vraiment organiser ce transfert. Vis-à-vis du volume, c'est ce que je te dis, on peut diminuer un tout petit peu pour laisser un peu plus de temps par exemple au vélo qui va représenter une grosse partie tu vois, si on est un peu ric-rac au niveau de sa logistique. Mais en course à pied particulièrement, moi je me concentrerai sur un travail de durabilité, c'est-à-dire faire en sorte qu'après le vélo, notre profil physiologique, on va dire, ne soit pas trop esquinté et qu'on puisse quand même sortir une belle course à pied. Alors, tu vas me dire qu'est-ce que c'est un travail de durabilité ? Beaucoup de travail de brick run, on appelle ça brick run, mais c'est courir après le vélo. Donc tu vas faire soit un fractionné en vélo, soit tu vas faire une sortie longue à vélo et tu vas enchaîner avec soit juste une course à pied à vélo, soit un fractionné même à vélo, tu peux en course à pied. Tu peux faire un fractionné course à pied après un fractionné à vélo par exemple, ou tu peux faire un fractionné en course à pied après une sortie longue à vélo. Tu vois, même j'ai envie de dire, si tu as un gros retard sur le vélo et la natation et tu as vraiment un gros point fort en course à pied, je me demande même si tu pourrais pas pousser à faire genre que des brick run pour faire tes fractionnés. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de séances, par exemple, à quoi ça ressemble un plan d'entraînement running quand on prépare un triathlon ? Est-ce qu'on va trouver des 200 mètres, des 400 mètres ? Est-ce qu'on fait de la piste, de la sortie longue ? Voilà, des petits exemples. Alors, je tiens vraiment à faire la différence entre le développement physiologique, c'est-à-dire que si tu veux vraiment progresser en course à pied, l'entraînement il sera vraiment pas très différent. Tu vois, ton profil physiologique de base, c'est la base. S'il est mauvais, tu auras beau faire ce que tu veux d'optimisation, de brick run, de trucs de machin, tu courras pas vite. Donc, quelque part, il y a besoin de faire ce travail en amont en course à pied. Mais là, les auditeurs qui nous regardent, ils l'ont déjà. Mais si tu as un triathlète qui a un point faible en course à pied, on va retrouver exactement en amont dans la saison, on va retrouver exactement les mêmes séances. C'est que plus on va se rapprocher, plus, encore une fois, on va respecter ce principe de spécificité, qu'on va voir si c'est nécessaire ou non de modifier un petit peu l'entraînement pour se rapprocher des exigences de l'activité. Se rapprocher des exigences, ça va être justement faire ces fameux brick run. Si tu veux que je te donne un exemple, donc tu peux faire une sortie longue. Alors, c'est toujours on garde la sortie longue alors. Ouais. Bah, moi j'aime bien parce que c'est souvent là que ça commence. C'est-à-dire que après, les gens qui s'entraînent beaucoup, tu peux faire beaucoup plus de variations. C'est ce qu'on disait. Quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, là, tu as le luxe, tu peux mettre des fractionnés à droite, à gauche, tu peux faire des choses un peu sexy et tout dans l'entraînement. Mais quelqu'un qui s'entraîne peu, faut aller un peu à l'essentiel.
et faire son fractionné course à pied après une sortie longue sur un profil très fort en course à pied, pour moi, ça me paraît être peut-être le point de départ sur où chercher. Donc la sortie longue, en fonction de son volume, encore une fois, le 80-20, donc si tu fais déjà un fractionné vélo, est-ce que tu vas respecter, etc. Ça, c'est à voir, mais sortie longue, on va dire, allez, si tu t'entraînes pour un 70.3, une petite sortie longue de 3 heures, avec ou non un peu d'allure 70.3 à la fin. Si je dis un peu ou non, c'est soit 0, soit tu peux faire 2-3 fois 20-30 minutes à l'allure 70.3 en fin de séance, par exemple. Et t'enchaînes avec un 5 à 8 fois 1000 mètres, repos 1 minute sur ta course à pied, avec une allure 70.3, peut-être 2-3 secondes un peu supérieure. Donc une allure semi, quoi. Alors, l'allure 70.3 se rapproche plus de ton allure marathon plus. On va dire c'est entre les deux, mais non, c'est impossible pour toi de tenir l'allure semi sur 70.3. D'accord. Bon, bah merci. Je préfère prévenir parce que tu as bien raison. Peut-être qu'il y en a qui se lanceraient, mais non, c'est impossible. Bon, bah Tristan, tu nous as donné un bon aperçu de ce que représente l'entraînement au triathlon. Je pense qu'on n'a rien oublié. Eh bah écoute, je pense que ça vaut quand même peut-être le coup de faire, de faire un tout petit point, une petite minute sur quand même un petit point essentiel. On a oublié quelque chose. Dis-moi en plus. Bah ouais, parce qu'on a parlé de transition justement, et cette période de transition, elle est assez importante en triathlon. Le moment où on va passer de la natation au vélo et du vélo en course à pied, c'est un moment clé parce que, alors, les risques, on va dire un petit peu, c'est dans le meilleur des cas perdre du temps. Les amateurs en général, ils prennent un petit peu leur temps, ils sortent le café, ils mettent la crème solaire et tout. Les professionnels, il y a un vrai enjeu là-dessus où si tu perds 1, 2, 3 minutes, ça devient catastrophique quand ça se joue à quelques secondes. J'ai envie de dire, c'est le moins grave. Pour un amateur, le plus grave, ça va être de se tromper dans le matériel. Oublier un équipement. Tu pars sur ton Ironman, tu as oublié ta nutrition au fond du sac. Tu vas passer un sale quart d'heure parce que si tu dois te fier uniquement à la nutrition prévue par l'organisation que tu n'as pas testée, là, c'est la roulette russe, quoi. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Personnellement, sur une épreuve qui va durer sûrement plus de 10 heures, j'irai pas tenter le diable, quoi. Donc ouais, vraiment faire attention à ça. Et aussi, je pense qu'un coureur qui va se mettre au triathlon, la première chose qui va sûrement le surprendre, c'est la quantité d'équipement qu'il va devoir emporter. Tu sais, quand tu vas faire une course à l'autre bout de la France, tu mets ta paire de chaussures, ton petit shirt, ton débardeur et puis rouler jeunesse. Et puis ça déboule. Ouais, en triathlon, il faut un peu plus de matériel que ça, il faut être un peu plus organisé. Donc ça aussi, s'y préparer parce que ça peut être une petite source de stress le cas échéant. Effectivement, et d'ailleurs on le voit chaque année sur la partie transition, alors surtout vélo, course à pied, ou quand les gens se lancent sur le vélo, aussi natation, course à pied, il y a plein de chutes, il y a plein de gens qui se font même très très mal. Alors ça peut faire un peu sourire, mais des fois ça blesse quand même, et ça peut assez vite virer au drame et un peu tout saccager, quoi. Donc ça, il faut le travailler. Parce que alors ça, c'est vraiment un aspect très particulier de la transition où en effet tu peux sauter sur ton vélo pour gagner la petite seconde qui va faire la différence, mais sur une épreuve de 12 heures, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a des gens qui le tentent. Il y a même des gens qui cassent leur vélo. C'est dommage, quoi. Bon, parce que c'est vrai que quand tu les vois aux Jeux Olympiques sur les formats, c'est beau, et ça a l'air facile. Ouais, hop, on s'enlève, on se descend, on met la chaussure, on repart en courant. Ça a l'air très très facile. Mais ça, j'imagine que c'est des années d'entraînement. Oui, pas forcément des années d'entraînement, mais surtout. Plus tu raccourcis la distance, plus la transition va prendre une part importante, plus ça va être important. Tu vois, sur triathlon longue distance, comme c'est le cas du sujet aujourd'hui, tu vas prendre le temps de mettre des chaussettes, tu vas prendre du temps pour faire des choses en transition que tu vas pas du tout te permettre sur courte distance. Donc là, c'est un peu autre chose. Tristan, ça a été un épisode passionnant. Comment on pourrait synthétiser tout ce qu'on s'est dit si tu as une petite synthèse à faire à nos auditeurs qui peut-être un jour envisagent de se lancer dans cette formidable aventure qui est le défi triathlon, quels seraient les éléments clés selon toi à retenir de tout ce qu'on s'est dit? Je commencerai vis-à-vis un peu des valeurs et ce que représente le sport, cette notion de mise en danger qui pour moi est assez intéressante et qui vaut le coup d'être pratiquée, au moins d'être expérimentée. Tu vois, aujourd'hui, même si personnellement, m'étant beaucoup entraîné, je m'entraîne un peu moins aujourd'hui en triathlon, genre ça reste quelque chose de... J'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. Tu vois, justement, aussi parce que je sais ce que ça a coûté, je sais ce que c'est cet engagement-là, et je regarde avec beaucoup d'admiration les gens qui vont faire l'Ironman demain, quel que soit leur niveau. Donc ça, c'est une première chose, c'est une expérience de vie, on l'a dit. Ça peut être très ponctuel dans une vie, ça peut être des gens qui se prouvent quelque chose
à la crise des quarantaines, est-ce que j'en suis encore capable? Peut-être que moi à 40 ans je vais me dire il faut que j'en refasse un pour être sûr. Mais voilà, c'est cet aspect valeur dans une première partie dont on a traité qui pour moi est très très intéressante à aller chercher sur ce genre d'épreuve et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un réel mythe. Ça c'est une première chose. Et après vis-à-vis de l'entraînement, rappelez que c'est sûrement un peu moins chronophage pour juste finir que ce que les gens pensent, c'est sûrement moins cher que ce que les gens pensent à partir du moment où on veut juste pratiquer pour soi. Et vis-à-vis des entraînements, ça se rapproche beaucoup dans la construction de ce qu'on peut faire en course à pied avec des endurances fondamentales, des sorties longues, des fractionnés, juste adapté quelques petites adaptations, mais dans les grandes lignes, vous verrez beaucoup de similitudes. Merci beaucoup Tristan, on se retrouve le mois prochain en juillet pour le FAQ un peu final puisque tu vas me faire le plaisir de m'accompagner sur cet épisode et puis voilà, ce sera bientôt la fin de cette saison 5. Bah ouais, ça va être ma première FAQ dans la tête d'un coureur, donc j'ai hâte. FAQ, épisode très apprécié de nos auditeurs, en plus on n'en a pas eu cet hiver, donc voilà, on s'est fait un peu gronder, mais ne vous inquiétez pas, il y aura bien un FAQ pour conclure cette incroyable saison 5. Ouais. Et pour terminer, petite anecdote que j'avais dit que je placerais dans l'épisode, c'est marrant de se dire que moi j'ai découvert dans la tête d'un coureur à l'époque en voiture en revenant de l'Ironman de Nice en 2018. Ah bah t'étais précurseur parce que c'était les 2018, c'était vraiment le tout début de Dans la tête d'un coureur. On n'était pas nombreux, vous n'étiez pas nombreux à l'époque à nous écouter. Ouais, mais donc tu vois, la boucle est bouclée en 2023. On est de retour à Nice. Cette fois-ci, je ne suis pas dans ma voiture, mais derrière le micro. Comme quoi, il faut toujours suivre ses passions. Regarde-toi, tu t'es dit un jour, je vais me lancer un défi de faire un Ironman alors que tu venais des sports de combat, tu n'étais pas du tout dans les sports d'endurance. Finalement, ça a changé ta vie. Maintenant, tu es entraîneur, tu vis du running. Maintenant, tu fais des podcasts. Donc, il faut toujours suivre sa passion parce que des fois, ça nous conduit vers des changements de vie où ça nous les embellit et on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver. Hein. C'est ça qui est assez drôle. Il y a 10 ans, j'aurais pas mis une pièce là-dessus. Ça, je veux bien te croire. Merci beaucoup Tristan. Merci à toi Guillaume. À vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Et nous Tristan, au mois prochain. À très vite. Salut tout le monde.